Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire à l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati s'entretient avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais Ishaq Dar des derniers développements régionaux. Islamabad annonce que 20 navires pakistanais ont traversé le détroit d'Ormuz après des coordinations avec Téhéran. Et les Houthis du Yémen revendiquent 2 attaques en quelques heures contre Israël, marquant leur entrée dans le conflit au Moyen-Orient. Et avec la une des actualités, où le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati s'est entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais Ishaq Dar. Cet entretien a eu lieu lors de la visite actuelle du chef de la diplomatie à Islamabad pour participer à la réunion ministérielle quadripartite sur les derniers développements régionaux et les efforts de contenir et d'apaiser la tension. Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a salué les relations historiques profondes unissant l'Égypte et le Pakistan. Il s'est félicité du développement remarquable des relations bilatérales dans divers domaines. Le chef de la diplomatie a également insisté sur l'engagement à maintenir des réunions régulières et des mécanismes institutionnels entre les deux pays, notamment du comité mixte coprésidé par les 2 ministres des Affaires étrangères. En outre, les 2 ministres ont discuté de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment des efforts déployés pour apaiser les tensions et favoriser la réconciliation. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais Ishaq Dar s'est entretenu au téléphone avec le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi des développements de la guerre au Moyen-Orient. Le ministre pakistanais a insisté sur la nécessité de baisser la tension, soulignant que le dialogue et la diplomatie sont la seule voie vers une paix durable. Ishaq Dar a également affirmé l'engagement du Pakistan à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité régionale. Dans un conflit qui ne donne aucun signe de désescalade, l'Iran et Israël continuent de se bombarder mutuellement dimanche. Et plusieurs pays du Golfe font à nouveau état d'attaques iraniennes contre leur territoire. L'Iran a revendiqué des attaques contre des fonderies d'uranium les plus importantes du monde au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, ravivent des craintes de perturbations majeures pour l'économie mondiale après un mois de guerre au Moyen-Orient. Salah Maghrabi et les détails. En Israël, l'armée a fait état de missiles iraniens se dirigeant vers son territoire et demandé aux populations des zones visées de se mettre à l'abri. Entre-temps, plusieurs pays du Golfe font à nouveau état d'attaques iraniennes contre leur territoire. Le Koweït et les Émirats arabes unis ont signalé des attaques de drones et de missiles dimanche à l'aube. Les gardiens de la révolution ont revendiqué via la radio-télévisée d'État des attaques de missiles et de drones qui ont endommagé samedi les usines d'aluminium Bahreïn Alba et Emirates Global Aluminium EGA. La fonderie d'Alba a confirmé dimanche que 2 de ses employés avaient été légèrement blessés dans l'attaque iranienne et a dit être en train d'évaluer l'étendue des dégâts dans son usine. Samedi, EGA avait pour sa part annoncé que son usine, Al-Tawila, à Abu Dhabi, un de ses 2 sites aux Émirats, avait subi d'importants dégâts lors d'une attaque qui avait fait 6 blessés. Les gardiens de la révolution ont affirmé que ces 2 entreprises jouent un rôle important dans l'approvisionnement des industries militaires de l'armée américaine. Ils ont déclaré avoir agi en représailles à des attaques américano-israéliennes contre des infrastructures industrielles en Iran. Les gardiens ont également menacé dimanche de frapper les universités américaines au Moyen-Orient en représailles à des frappes qui ont, selon eux, endommagé 2 universités en Iran. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que les États-Unis avaient atteint tous leurs objectifs militaires en Iran, mais qu'il était nécessaire que la guerre continue encore un peu de temps pour empêcher qu'elle ne recommence dans 2 ans. Islamabad avait annoncé que 20 navires pakistanais ont traversé le détroit d'Ormuz après les contributions avec Téhéran. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Ishaq Dar, a déclaré que le gouvernement iranien
avait accepté d'autoriser le passage de 20 navires pakistanais supplémentaires dans le détroit d'Ormuz, soit 2 navires par jour. Il a ajouté que cette annonce positive constituait une étape importante vers la paix, rappelant que le trafic maritime dans le détroit est quasiment à l'arrêt en raison de l'escalade des tensions dans la région. 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque américaine-israélienne visant le port maritime dans une ville proche du détroit d'Ormuz, dans le sud de l'Iran, selon les médias iraniens. Ces événements surviennent alors qu'une nouvelle série d'explosions a secoué le nord de Téhéran, concluant avec l'annonce par l'armée israélienne de frappes aériennes ciblant des infrastructures militaires, notamment des sites de missiles et de défense aérienne. Le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines sur le terrain en Iran, a rapporté samedi à Washington le Post, citant des responsables américains, au moment où les États-Unis entreprennent un renforcement de leur posture au Moyen-Orient. De telles opérations n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran, ont souligné les responsables américains, mais impliqueraient plutôt des raids en territoire iranien, à la fois par des membres des forces spéciales et d'autres soldats. Selon le Washington Post, il n'était pas clair samedi si Donald Trump comptait approuver tout ou partie, voire aucun des plans du Pentagone. Le président du Parlement iranien, Mohammad Baghir Kalibaf, a déclaré dimanche que les États-Unis planifiaient une offensive terrestre tout en menant publiquement des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre. M. Ghalibaf a appelé les Iraniens à l'unité, soulignant que le pays était engagé dans une guerre mondiale majeure qui en était à son stade le plus critique. Selon le Washington Post, qui a cité samedi responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations terrestres de plusieurs semaines. Et les Houthis au Yémen ont revendiqué samedi 2 attaques en quelques heures contre Israël, marquant leur entrée dans le conflit au Moyen-Orient. Le porte-parole des Houthis, Yahya Sari, a affirmé dans un communiqué sur X qu'ils avaient lancé des missiles de croisière et des drones en direction de plusieurs objectifs vitaux et militaires en Israël. Le groupe a ainsi ciblé Israël pour la première fois depuis le début de la guerre, le 8 février, déclenchée par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Samedi, les Houthis avaient annoncé avoir visé des sites militaires sensibles en Israël lors d'une attaque aux missiles balistiques. Plus tôt samedi, l'armée israélienne avait dit avoir activé sa défense anti-aérienne après avoir identifié le tir d'un missile depuis le Yémen en direction du territoire israélien. Yahya Sari avait affirmé vendredi dans une vidéo diffusée sur X que les Houthis sont prêts à une intervention militaire directe en cas de nouvelle alliance avec les États-Unis et Israël contre l'Iran, de conduite d'opérations hostiles à l'Iran, aux tout pays musulmans depuis la mer Rouge et en cas de la poursuite de l'escalade contre l'Iran. Alors que le trafic maritime mondial est largement perturbé par le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, l'entrée des Houthis dans le conflit pourrait encore aggraver la situation. Depuis le début de la guerre, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, voie stratégique par laquelle transite 1/5 du pétrole mondial, ce qui a provoqué un choc énergétique majeur. Et au Liban, 9 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un raid israélien sur la ville d'El Haniya. Parallèlement, des avions israéliens ont bombardé une maison dans la ville de Dabal au moment même où de lourds tirs d'artillerie visaient les villes d'El Bayada et Bint Jbail, provoquant d'importants dégâts matériels. Le vice-ministre syrien de la Défense a annoncé que les forces de son pays avaient repoussé dimanche une attaque de drone en provenance d'Irak qui visait une base américaine dans le nord-est de la Syrie. La base américaine de Kasrak, dans la province de Hasakeh, a été attaquée par 4 drones lancés depuis le territoire irakien, selon le responsable syrien, ajoutant que les drones ont été abattus sans faire de victimes. La veille, l'armée syrienne avait annoncé avoir repoussé une attaque de drones venant d'Irak
contre El Tanf, une base située dans le sud-est de la Syrie qui abritait auparavant des forces américaines. Ces derniers mois, les forces américaines se sont retirées de la base d'El Tanf et de celle de Sheddadi dans le nord-est et avaient commencé à se retirer de la base de Kasrak. Le 166e convoi d'aide humanitaire égyptienne Zaid El Aizza est entré dans la bande de Gaza via Rafah en direction du passage de Karm Abou Salem. Le convoi transporte des denrées alimentaires, les médicaments, du carburant et du matériel de secours après inspection par les autorités israéliennes. Cette opération intervient dans un contexte de restrictions imposées depuis mars 2025 après la fin du cessez-le-feu et la reprise des opérations militaires. L'acheminement de l'aide reste limité et soumis à des mécanismes contestés notamment par l'UNRWA, le point de passage terrestre de Rafah, a également accueilli un nouveau groupe de Palestiniens retournant à la bande de Gaza. Sur le terrain, 6 Palestiniens ont été tués et 4 blessés lors d'une frappe aérienne israélienne sur Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces de l'occupation israélienne ont lancé de bombardements d'artillerie lourde et ont ouvert le feu sur les zones orientales de la bande de Gaza. Notons que le bilan de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza s'est élevé désormais à 72 278 morts et 172 013 blessés depuis le 7 octobre 2023. Des sources diplomatiques ont annoncé qu'à l'unanimité, les ministres arabes des Affaires étrangères ont choisi Nabil Fahmi comme secrétaire général de la Ligue arabe, succédant à Ahmad Aboulghit. Une frappe ukrainienne au drone a tué un civil dans la région russe frontalière de Belgorod, a indiqué le gouverneur régional dans la nuit de samedi à dimanche. Une voiture a pris feu dans la commune de Griavoron après avoir été frappée par un drone. Des habitants ont tenté d'éteindre l'incendie, mais à ce moment-là, un autre drone ennemi a frappé, tuant un homme civil. L'Ukraine envoie des dizaines de drones chaque nuit vers la Russie en riposte au bombardement visant son territoire quotidiennement depuis plus de 4 ans. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté dimanche à un nouvel essai d'un moteur de missile à combustible solide dans le cadre du développement de l'arsenal stratégique du pays, selon l'agence d'État nord-coréenne KCNA. Les moteurs à propergol solide offrent un haut pouvoir propulsif et permettent d'accélérer la procédure de lancement. Selon des experts, ce moteur est destiné à équiper les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-20 dévoilés en octobre et ambitionnant de pouvoir atteindre les États-Unis, selon leurs termes. L'essai marque la détermination de Pyongyang à se doter de missiles capables d'atteindre des cibles partout dans le monde. Les programmes nucléaires et de missiles nord-coréens font l'objet de lourdes sanctions des Nations Unies. L'Union internationale de l'assurance maritime a indiqué dans un communiqué qu'après le début de la guerre le 26 février, certains assureurs ont envoyé des avis dits de résiliation pour les primes risques de guerre des bateaux afin de réévaluer puis de rétablir cette couverture à des conditions ajustées. À Londres, premier marché mondial de l'assurance maritime, des responsables ont assuré que les capitaines évitaient la route pour protéger leur équipage et non parce qu'ils ne pouvaient pas s'assurer. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait annoncé jeudi qu'une initiative américaine d'assurance destinée à encourager les traversées d'Ormuz va bientôt démarrer.
Après Indian Wells, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a réussi le Sunshine Double en remportant samedi le tournoi WTA 1000 de Miami aux États-Unis face à l'américaine Coco Gauff. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.